Bienvenue à ce webinaire avec le syndicat des professionnels de la naturopathie. Aujourd'hui, on s'est dit double Alex du SPN. Donc, attention, ça va dépoter. Vous êtes avec Alexandra Cibot, qui est la trésorière du syndicat, et moi-même qui suis votre présidente. On a la chance d'accueillir un nouveau partenaire qui est Calia. Donc, vous allez voir, c'est un outil extrêmement utile. Mais là, Philippe Lenoir, qui est membre de l'équipe Calia et du comité scientifique, hein, Philippe, vous allez vous présenter, et Sébastien, qui sont avec nous, qui nous présentent l'inflammation systémique de bas grade. Et comment est-ce que nous, professionnels en naturopathie ou apprenants en naturopathie, on peut accompagner sur des preuves fondées. Sébastien et Philippe sont super sympas. Ils ont fait un tarif préférentiel pour les adhérents du syndicat des professionnels de la naturopathie. Donc, vous allez pouvoir rapidement vous offrir cet outil d'une grande qualité. C'est ce qu'on disait juste avant de lancer l'enregistrement. Nous, on se l'est déjà offert avec Alexandra. Donc, c'est notre programmation pour le week-end. Et puis, vous allez pouvoir y aller. Et si vous êtes en replay et que vous ne faites pas partie de nos adhérents, n'hésitez pas à adhérer d'abord au syndicat pour bénéficier du tarif préférentiel et ensuite aller voir Calia. Désolé Sébastien, je gratte un adhérent ou deux au passage, c'est de bonne guerre. Voilà. Mais écoutez, j'espère qu'on va passer un bon moment. Vous avez l'habitude, hein, j'ai vu que vous étiez plusieurs à être souvent à nos webinaires. On laisse nos intervenants dérouler, se présenter leur webinaire et ensuite on pourra échanger et poser des questions. C'est aussi l'avantage d'être en live avec eux, parce que les personnes qui seront en replay ne pourront pas poser de questions. C'est bon pour vous, Philippe? Oui, tout à fait. Pour moi, c'est bon. Vous n'avez pas oublié la demande de resto, hein, parce que là, c'est filmé, c'est enregistré, ça tourne sur YouTube. Ça me regarde le silence. Je Je vais peut-être commencer juste, Philippe, pour déjà vous remercier pour ce partenariat et toutes ces synergies qui vont voir le jour. On est également ravis de pouvoir partager avec le syndicat, ses adhérents, mais également ses futurs adhérents, membres, sur ces sujets de santé qui sont de plus en plus importants. Et on est aussi très penché sur la prévention, la promotion de la santé. Juste pour faire un petit topo, pour présenter Calia. Donc Calia, on est une start-up d'une douzaine de collaborateurs. On est présent à Montpellier, mais également à Seattle, aux États-Unis, et notre ADN, c'est de rendre accessible toute la littérature scientifique mondiale pour accompagner les meilleures décisions de santé possibles, et cela à travers les interventions non médicamenteuses qu'on peut appeler au niveau du grand public médecine douce, médecine complémentaire, médecine alternative, médecine naturelle, etc., etc. Nous, on est plutôt technique naturopathique. pratique naturopathique, effectivement. On est plutôt parti sur les interventions non médicamenteuses avec cinq grandes catégories. Donc, il y a tout ce qui concerne les interventions psy, entre guillemets, les interventions manuelles, ça passe, et physiques, ça passe par les thérapies manuelles, mais ça passe aussi par l'activité physique adaptée. Tout ce qui est nutrition, micronutrition, tout ce qui est santé connectée, et puis on va dire le reste du monde, ce qui est appelé intervention élémentaire. Mais dedans, il y a des choses très importantes comme l'aroma, la phyto, etc. Donc, tous ces enjeux-là, quand la haute autorité de santé n'en connaît, entre guillemets, que 400, sur le cancer, on est déjà à plus de 2000 interventions non médicamenteuses étudiées dans la littérature scientifique mondiale. Donc, voilà, on est là pour accompagner, mettre à disposition des outils de veille, des outils d'aide à la décision quand il s'agit de professionnels de santé, pour rendre accessible, parce qu'aujourd'hui, il y a des dizaines et des dizaines de millions d'études scientifiques. Et pour aller un peu plus loin sur la présentation de Calia, on est beaucoup sur, enfin, c'est notre positionnement, on est sur l'evidence-based medicine, c'est-à-dire la médecine fondée sur les preuves. Peut-être que Philippe, tu en diras quelques mots tout à l'heure, mais on croit que toutes les décisions de santé
doivent intégrer le triptyque. C'est la préférence du patient, c'est l'expertise du praticien, du thérapeute, de l'accompagnant, et c'est ce que dit la science. Donc, c'est pas la vérité exclusive de la science, c'est le croisement de ces trois logiques. Et donc, on est sur cette dynamique-là. Et après, juste vous dire on voit qu'il y a une très, très grande dynamique sur les interventions non médicamenteuses, qu'on peut appeler aussi santé intégrative, etc. Par exemple, il y a une société savante européenne sur les interventions non médicamenteuses qui a vu le jour il y a quelques mois. On est très régulièrement sollicité par des mutuelles et des caisses de prévoyance. On a accompagné par exemple AG2R La Mondiale sur la prévention de risque de récidive du cancer autour du bouquet entre guillemets d'interventions non médicamenteuses que sont la nutrition, l'alimentation, l'activité physique et l'éducation thérapeutique auprès de plusieurs centaines de milliers de personnes. On est sollicité par des mutuelles qui représentent 6 millions de sociétaires sur la mise en place de surcomplémentaires santé sur la médecine douce, avec lesquelles, celles qui sont les plus prouvées scientifiquement, mais aussi dispensées par quels praticiens, thérapeutes ou intervenants. Et on est aussi très souvent sollicité pour la mise en place de guides, d'articles, etc., sur la Fondation Médéric Alzheimer, sur Intermutuelle Assistance, etc. Donc, je pense qu'on partage la même vision de la santé. Et donc, moi, en termes de fonction, je suis co-dirigeant de Calia. Voilà, sans transition, je passe la parole à Philippe. Merci Sébastien. Je voulais juste rajouter quelque chose avant que Philippe prenne la parole. Effectivement, on a eu des retours par mail dont je vous avais fait part. Calia, effectivement, est là pour nous aider à accompagner mieux nos clients. Ils ont aussi beaucoup de professionnels soignants, de laboratoires qui travaillent avec eux. C'est la raison sur laquelle, sur le site Internet, on imagine que c'est pas ouvert aux non-professionnels soignants. Mais voilà, le fait que Sébastien et Philippe soient avec nous aujourd'hui, ça précise bien qu'ils souhaitent aller encore plus loin pour accompagner des professionnels non médicaux. Donc, même si je sais que là, cet après-midi, on a des professionnels soignants qui ont aussi un exercice naturopathique, mais ça permet aussi de pouvoir prouver qu'on travaille sans souci en complémentarité avec les différentes professions. Merci Philippe. À vous. Donc, bonjour à tous et donc déjà je vous remercie pour cette invitation. Donc moi je suis médecin généraliste de formation, je suis thésé depuis 2016. Je me suis formé directement à la fin de ma thèse à la recherche clinique et à la micronutrition. À la fin de mon diplôme universitaire de micronutrition, je me disais effectivement, cette prise en charge-là, en complémentarité, je vais y arriver avec la prise en charge standard, et ben, ça apporte quelque chose. Par contre, à la fin de ce diplôme, je me suis dit, il manque quand même quelque chose. Et pour moi, ce qui manquait, eh bien, c'était l'évaluation précise du niveau de preuve scientifique, en fait, c'est-à-dire du niveau de fiabilité de l'information selon laquelle une intervention est effectivement vraiment efficace ou non. Et aujourd'hui, avec Calia Pro, on répond à ces questionnements. Donc là, aujourd'hui, le thème, c'est l'inflammation systémique de bas grade. Donc c'est une thématique que je pense, en tant que naturopathe, vous avez à cœur de prendre en charge ce type de problématique-là. En fait, je dirais au contraire d'une prise en charge médicale standard, le naturopathe va aussi s'intéresser au terrain. Et il a raison de le faire. Et je pense qu'aujourd'hui, les naturopathes représentent en fait des acteurs essentiels de la santé. Et bien justement parce qu'ils prennent en compte le terrain. Et donc, en prenant en compte le terrain, on est en prévention, on stabilise aussi les problèmes de santé, voire on peut parfois les réverser. Là, je pense tout particulièrement au diabète, par exemple. Donc, pour l'inflammation systémique de bas grade, alors je ne sais pas exactement quelles sont vos notions. Je vais commencer par… Plutôt bonne, on va dire, parce que les adhérents du syndicat sont plutôt bons, mais si vous pouvez vulgariser un petit peu, étant donné que derrière, ça sera sur les réseaux sociaux et ça sera bien. Mais effectivement, Philippe, au syndicat, ils sont tous très bons.
Très bien. Euh, alors, Donc, ça veut dire que ceux qui n'y sont pas ne sont pas bons, c'est bien ça? Non, c'est vu Ah, qu'ils sont ouais. excellents, ils peuvent nous rejoindre aussi. Mais on prend que l'élite, c'est vrai. C'est vrai, D'accord. Sébastien. Ceux qui comprennent rien, qui veulent pas se remettre en question et qui ne veulent pas essayer de baser ça sur des preuves scientifiques, vaut mieux qu'ils aillent ailleurs. Je sais pas, au fond de leur jardin, c'est bien. Ouais. Juste pour compléter et être presque exhaustif concernant Philippe, au-delà de ses diplômes complémentaires en micronutrition et en recherche clinique, il a aussi un diplôme en journalisme médical et un DIU aussi en thermalisme médical. Mais Philippe aussi, et c'est ce qui a fait que bah, aujourd'hui, c'est notre médecin conseiller chez Calia. Il était très porté dans son exercice libéral sur la médecine du mode de vie, avec une consultation sur le mode de vie. Et donc, je pense que c'est aussi un élément qui nous rejoint aujourd'hui tous ensemble sur la logique du mode de vie, et de la prévention et de la promotion de la santé. Voilà, je te laisse enchaîner, Philippe. merci Sébastien pour cette exhaustivité. En termes de définition, bah, l'inflammation systémique de bas grade, au contraire de l'inflammation aiguë, bah, ça ne se voit pas. Ça peut se voir dans des prises de sang dédiées, en fait. Hein. C'est une augmentation légère mais persistante et diffuse, surtout du taux sérique de médiateur de l'inflammation. Euh, donc, comme je disais, donc ça se voit pas forcément, ça ne s'entend pas forcément, mais par contre, ça existe et on va le voir. Il faut le traiter en fait, hein, tout simplement. Il faut s'y attaquer et vous verrez par la suite pourquoi. Alors là, c'est un schéma qui présente en fait alors, plus que les différentes causes, je dirais plutôt les différents éléments physiopathologiques qui amènent à cette inflammation systémique de bas grade, hein, cette inflammation un peu diffuse, cette augmentation des médiateurs de l'inflammation qui existe dans le sang. Alors j'ai repris un schéma d'un article qu'on avait fait sur l'inflammaging. Donc l'inflammaging, en fait, c'est un néologisme, c'est une contraction entre inflammation et aging, c'est-à-dire inflammation liée à l'âge. Hein, on le sait, l'inflammation de bas grade a tendance à augmenter avec l'âge, et tout simplement parce qu'en fait, il y a différents éléments physiopathologiques qui ont tendance aussi à augmenter avec l'âge, à savoir l'hyperperméabilité intestinale, l'excès de graisse viscérale, surtout quand les modes de vie sont inadaptés, avec souvent un excès de sédentarité, une alimentation inadaptée. Les cellules sénescentes qui sont des cellules en fait qui s'endommagent. Il y a un signal qui indique que la cellule est endommagée et qu'il faut qu'elle disparaisse en fait tout simplement, sinon la cellule peut se démultiplier et mener par exemple à des cancers. L'altération de la résolution immunitaire, hein, ça c'est aussi une cause d'inflammaging. Et alors l'augmentation des DAMP, alors, peut-être que tout le monde ne connaît pas. En fait, on les appelle aussi des alarmines. Ce sont des petites molécules de signalisation en fait qui augmentent aussi en quelque sorte l'inflammaging, en tout cas qui signalent ces molécules quand elles augmentent en fait en excès, eh bien il y a une inflammation qui se déclenche. Voilà. Et puis, on n'a pas parlé de l'inflammation virale chronique, mais ça aussi, selon plusieurs auteurs, plusieurs chercheurs, ça pourrait être une cause aussi d'inflammation de bas grade, notamment l'inflammation, par exemple, la CMV, qui est un virus latent et qui pourrait se réactiver à la faveur, par exemple, d'une baisse de l'immunité. Donc voilà les principales on va dire, causes d'inflammation de bas grade, en tout cas identifiées par certains chercheurs pardon, qui travaillent dessus. Alors les facteurs de risque hein, de cette inflammaging ou de cette inflammation systémique de bas grade, eh ben, ce sont l'obésité, l'alimentation inadaptée, plutôt occidentale bien sûr, avec des aliments industriels, riches en acides gras transindustriels, un excès de sucre raffiné, une alimentation trop pauvre en légumes et en légumineuses et en fibres. Et le tabagisme, ça a clairement été identifié. Les hormones sexuelles, on pense que ça peut aussi jouer, surtout quand elles sont faiblement présentes, puisqu'on sait que quand elles sont plus présentes, il y a moins d'inflammation systémique de bas grade. Le stress, alors quand je dis stress, c'est plutôt le stress psychologique. On sait que ça joue, ça c'est quelque chose qui a été relativement bien prouvé.
et de plus en plus les troubles du sommeil, un sommeil, on va dire, quantitativement non optimisé et un sommeil de mauvaise qualité peut aussi augmenter une petite réponse inflammatoire chronique. Et donc les complications en fait de cette inflammation qui est l'inflammation de bas grade n'est pas une maladie à proprement parler, mais plutôt un élément physiopathologique. Ben, ça va mener à plusieurs types de maladies. Hein. On les appelle aussi parfois les maladies chroniques liées à l'âge ou les maladies de civilisation. Donc vous avez tout ce qui est maladies cardiovasculaires, les cancers, le diabète de type 2, puisque l'inflammation chronique de bas grade peut conduire à de la résistance à l'insuline et vice-versa. La polyarthrite rhumatoïde pour tout ce qui est rhumatisme, l'asthme, la BPCO, les démences et la maladie d'Alzheimer, les maladies rénales chroniques et puis les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Alors, c'est une liste de pathologies qui est probablement non exhaustive. On découvre de plus en plus que certaines conditions, certains problèmes de santé sont liés aussi à des excès d'inflammation dans le sang. Je pense à la lombalgie d'origine discopathique, par exemple. Il y a des études qui nous montrent qu'un excès d'inflammation chronique est lié en fait à une augmentation des douleurs liées à des lombalgies d'origine discopathique. Le syndrome de l'intestin irritable, il y a des liens aussi. Donc on apprend évidemment, c'est le temps de la science, hein, au fur et à mesure que les études avancent, ben, on s'aperçoit qu'en fait cette inflammation chronique est probablement un élément physiopathologique d'un nombre toujours plus important de problèmes de santé. Alors il existe des prises de sang en fait, hein, des marqueurs de l'inflammation systémique de bas grade qui sont plus ou moins accessibles, disponibles. EPS, ça veut dire électrophorèse des protéines sériques, une hypoalbuminémie et une hypergamma-globulinémie peut être synonyme d'une inflammation systémique de bas grade. Alors ça peut aussi être synonyme d'une inflammation aiguë, donc il est important de mesurer ça à plusieurs moments. Hein. Il faut une récurrence pour dire que c'est chronique, hein, de mesure au moins 6 semaines d'intervalle. La CRP ultrasensible, vous connaissez peut-être, hein, ça c'est le marqueur le plus courant, celui qui est probablement aussi le moins cher, le fibrinogène. Alors pour la CRP ultrasensible, on dit que l'inflammation de bas grade existe si elle est supérieure à 0,5 g par litre pour les hommes et supérieure à 1 g par litre pour les femmes. Le fibrinogène, le SAA, c'est beaucoup moins courant, c'est moins standardisé, donc c'est moins évident de le faire. Et après, les cytokines, on le fait en fait dans les études cliniques, mais en dehors des études cliniques, c'est pareil, c'est très très peu standardisé, donc on ne le fait pas en pratique courante, surtout la CRP ultrasensible en fait. Justement, Philippe, excusez-moi, il y avait des questions sur la CRP ultrasensible et sur le côté pratique pour demander à un médecin généraliste, parce qu'on n'a pas toujours la chance de travailler avec des médecins généralistes comme vous qui ont un D1 micronewt. Soyez rassurés, hein, les professionnels, il n'y a pas de difficulté normalement pour qu'un médecin généraliste sache comment prescrire une CRP ultrasensible, parce qu'on a une adhérente qui se posait la question. C'est peut-être tout simplement votre client qui n'a pas su poser la question à son médecin. Donc, vous pouvez aussi très bien rentrer en contact avec le médecin. Et par contre, je vous rappelle que vous n'avez pas le droit de lire une analyse, sauf si vous êtes professionnel soignant en exercice. Donc, la CRP ultrasensible, c'est le médecin qui va la prescrire, c'est lui qui va l'analyser et derrière, votre client reviendra avec le résultat de la CRP et vous saurez, grâce à ce professionnel soignant, si on peut imaginer qu'on a une inflammation de bas grade. Donc, je recadre un peu sur la posture, Philippe, comme ça, c'est mon job. Et par contre, vous savez quand même qu'il y a de plus en plus de médecins qui sont très compétents sur la prise en charge de l'inflammation de bas grade. Donc, vous pouvez aussi contacter des médecins proches de vos cabinets pour échanger avec eux et voir s'ils veulent travailler en complémentarité et les inviter à se connecter à Calia aussi, parce que c'est aussi pour les professionnels soignants et pour les médecins pour qu'ils puissent un peu mieux comprendre. Merci Philippe. Et donc pour l'inflammation pour la CRP ultrasensible, il faut leur dire de marquer ultrasensible en toutes lettres plutôt que US. Et peut-être même de le souligner puisque certains laboratoires qui sont peu sensibilisés en fait risquent de faire une CRP toute simple. Donc voilà le conseil. Après, plus
plus globalement sur ce qui vient d'être dit, effectivement, l'idée, ce serait effectivement que les naturopathes puissent travailler de manière conjointe avec les médecins généralistes. Hein. Les médecins généralistes, on le sait, avec le système de soins actuel, n'ont pas beaucoup de temps, manquent un petit peu de temps. On peut dire que les consultations sont souvent relativement courtes. Et donc, en fait, le naturopathe a quand même vraiment toute sa place pour accompagner en profondeur, modifier le terrain, expliquer, etc. Donc, je pense que ce qu'il faut absolument faire, si vous voulez que le médecin généraliste, et je suis bien placé pour le dire, vous envoie des patients, c'est qu'il faut avoir une démarche rationnelle, en fait, la plus rationnelle possible. Donc, Caliapro, je vais vous le présenter après, permet d'avoir cette prise en charge relativement rationnelle et permet aussi d'extraire en fait une bibliographie. Et donc, il ne faut pas hésiter, je pense, à communiquer, à envoyer des courriers et à montrer en fait la démarche que vous utilisez, la démarche scientifique que vous utilisez, et notamment mettre des liens bibliographiques quand vous voulez, par exemple, demander une CRP ultrasensible, etc. Donc, je vais vous montrer l'outil après. Alors, justement, pour arriver dans le dur, donc là, c'était pour vous sensibiliser sur la notion de niveau de preuve et de rapport bénéfice-risque. Alors, le niveau de preuve scientifique, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire, on sait bien que la science, c'est pas tout blanc ou tout noir, c'est pas binaire. En fait, il existe différentes nuances de gris. Une intervention n'est pas efficace ou inefficace. Une approche ou une prise en charge n'est pas efficace ou inefficace. Elle est efficace avec un niveau de certitude. Hein, c'est le niveau de preuve, c'est le niveau de certitude. Donc, ça peut être efficace avec un niveau de certitude très faible, modéré, fort. Alors, évidemment, on aura tendance pour deux interventions qui sont aussi efficaces, on aura tendance à prescrire, préconiser ou conseiller une intervention qui est relativement probante avec un degré de certitude forte versus une intervention efficace avec un degré de certitude faible. Alors, ce degré de certitude, on le mesure comment, en fait? Eh bien, on le mesure à travers des revues systématiques de la littérature scientifique. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des auteurs qui sont spécialisés dans un sujet et qui vont en fait éplucher la littérature scientifique entière en faisant des requêtes très larges sur des moteurs de recherche scientifiques tels que PubMed, mais pas que. Donc, l'idée, c'est de prendre vraiment l'exhaustivité des recherches qui ont été menées sur un sujet, sans faire une revue narrative qui, au contraire, là, ne prend pas l'exhaustivité. Et donc, la revue narrative, ça peut être biaisé. Hein. On peut conclure à tort qu'une intervention est efficace parce qu'on a puisé dans un certain nombre d'études et pas dans d'autres. Là, la revue systématique, elle prend vraiment tout en compte. Et à la fin, ces chercheurs, en fait, ils estiment un niveau d'efficacité, un niveau de preuve, soit de manière algorithmique, c'est ce qu'on fait dans Caliapro, soit de manière non algorithmique en prenant différents critères qu'on retrouve parfois dans les critères algorithmiques, c'est le nombre de participants dans les études, la qualité des études incluses, c'est l'hétérogénéité par exemple des résultats. Si vous avez une étude qui vous dit que une intervention est efficace et une autre vous dit qu'elle n'est pas efficace pour le même problème de santé chez le même type de population, et ben là ça va baisser le niveau de preuve parce que les résultats sont très hétérogènes. Et au contraire, si beaucoup d'études de bonne qualité avec beaucoup de participants disent toute la même chose, c'est-à-dire qu'une intervention est efficace, et ben ça augmente le niveau de preuve. Donc la réplication est évidemment très importante. Donc tout ça, nous, on le prend en compte dans l'estimation de notre niveau de preuve scientifique. Alors juste un exemple comme ça. Alors, je ne sais pas si au niveau des formations, on vous parle en fait de cette notion de niveau de preuve. Et typiquement, il y a des études qui disent que la gelée royale, elle est efficace pour améliorer l'équilibre glycémique de la personne diabétique. Donc, il y a des études qui le disent. Hein, voilà. Et après, quand on prend des revues systématiques avec méta-analyse, c'est-à-dire qu'on prend toutes les études cliniques qui ont été faites sur le sujet et on pool et on agrège les résultats, mais on s'aperçoit que finalement, la gelée royale n'est probablement pas efficace dans l'équilibre glycémique, donc avec un niveau de preuve qui est évidemment plus fort qu'une étude unique. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas se baser sur une étude unique, il faut toujours se baser sur le plus possible, en tout cas sur une revue systématique avec méta-analyse, pour être sûr de prendre l'ensemble des conclusions des études.
Et de ce fait, ben, la jury royale, si vous trouvez qu'elle n'est pas efficace ou qu'elle est efficace avec un niveau de certitude très faible, mais en contrepartie, les effets secondaires sont relativement élevés. On sait par exemple que ça diminue la pression artérielle. Alors ça pourrait être bien chez des patients hypertendus, mais chez des patients qui sont sous traitement antihypertenseur, on sait que ça augmente ça décoagule. Donc chez les patients qui prennent des anticoagulants, ça peut être plus ou moins risqué, ça augmente le risque de réactions allergiques, etc. Donc, on sait qu'il y a tout un tas d'effets indésirables. Et donc, de ce fait, il faut prendre en compte à la fois le niveau d'efficacité, à la fois le niveau de preuve et aussi il faut prendre en compte le risque d'effets indésirables. Et c'est tout ça qui doit nous faire sélectionner une intervention ou pas. Donc, pour passer tout de suite à la suite. Donc, les solutions pour revenir à l'inflammation de Bagrade, en fait, elles sont diverses. On voit qu'il y a pas mal d'études sur les probiotiques, il y a pas mal d'études sur des interventions liées au mode de vie, notamment tout ce qui est alimentation ou activité physique ou lutte contre la sédentarité. On a des études sur le régime méditerranéen qui a l'air d'être un modèle d'alimentation à favoriser pour lutter contre l'inflammation de Bagrade. Les acides gras oméga 3, vous connaissez l'effet l'effet tangible qu'ils peuvent avoir. Et puis après, les polyphénols antioxydants, on sait aussi que ça a une influence probablement plus ou moins probante. Et c'est là qu'en fait, on a besoin d'un outil en fait pour savoir, on a plusieurs solutions, on a même pas mal de solutions qui existent. Maintenant, est-ce qu'on en est sûr? Est-ce qu'on en est certain? Est-ce que c'est très efficace? Est-ce que c'est peu efficace? Est-ce que c'est sûr? Est-ce qu'on peut l'utiliser en toute sécurité? Et ben, nous, côté Calia, on a développé cet outil pour répondre en fait à ces différentes questions. Un outil qui se veut vraiment, on va dire, très utilisable en consultation. Et donc, je vais de ce pas vous partager. Alors, pendant que tu bascules sur l'outil, Philippe, juste te dire trois mots sur. On voit pas, on voit pas l'écran Internet, Philippe. Ah, Ah, là, c'est bon. Juste pour vous dire que sur Calia Pro, c'est un assistant, on va dire, digital de veille et d'évaluation scientifique des interventions non médicamenteuses, croisé avec des problématiques et des enjeux de santé. Cet outil, pour arriver là, avec toute la méthodologie médico-scientifique et l'intelligence artificielle, on a fait un peu plus de 2 ans de recherche et de développement avec des laboratoires universitaires. On a développé d'autres outils autour de l'intelligence artificielle, notamment autour du cancer, qu'on a mis à disposition de l'Institut du cancer de Montpellier. Et donc, on arrive à cette solution co-construite parce qu'il y avait une trentaine de professionnels de santé, d'accompagnants et de praticiens qui nous ont accompagnés à travers des focus group pour définir les fonctionnalités, l'ergonomie, mais aussi les besoins. Et puis aujourd'hui, on est quasiment à 300 utilisateurs depuis début janvier, avec principalement médecins, pharmaciens, diététiciens, nutritionnistes, micronutritionnistes et naturopathes. On a aussi quelques infirmiers, infirmières, quelques kinés, des ostéos. Donc, c'est assez large en termes de profession. Et on est aussi dans une logique de co-construction parce qu'on échange très régulièrement avec les abonnés, entre guillemets, sur des systèmes de vote pour définir les nouveaux problèmes de santé qu'on va traiter. On en rajoute à peu près un par semaine pour définir les nouvelles fonctionnalités. Là, Philippe va vous le présenter, mais on va rajouter une fonctionnalité très importante. On va mettre en place ce qu'on appelle une bibliométrie. Philippe, tout à l'heure, vous a dit qu'on se servait, entre guillemets, pour avoir le plus haut niveau de preuve scientifique des méta-analyses, donc une compilation de plusieurs études scientifiques, plutôt exhaustives. Là, on va rajouter toutes les études cliniques et scientifiques, et ça nous amène, rien que sur ces problèmes de santé, à rajouter plus de 1000 interventions non médicamenteuses.
Donc, ça peut être réellement et encore plus un outil de veille et d'évaluation scientifique par rapport à tous ces éléments-là. Donc, et juste avant de voir les fonctionnalités, on a une petite rubrique aide dans le paramétrage où on explique toute la logique, niveau de preuve, niveau d'efficacité, comment sont sélectionnées les études, comment fonctionnent nos algorithmes, etc. On est vraiment dans cette posture, cette démarche de transparence et notre logique et nos enjeux, c'est de rendre accessible la science pour vous accompagner dans ces dynamiques-là. Voilà. Peut-être juste avant d'attaquer Merci sur la... Sébastien. Ouais, Juste je avant voulais juste répondre rapidement à une question de Sabrina, parce que c'est rapidement, Sébastien, lorsqu'on s'était vu, c'est ce que vous nous avez dit, les études, elles sont traduites, hein, donc effectivement, on a cette chance-là. Toutes les études qu'on trouve sur Calia, elles sont traduites en français. Non. Pratiquement toutes. Moi, j'y suis déjà allée hier soir, Oui, moi qui suis pas un très bon niveau scientifique anglophone, pratiquement tout est traduit. Bon, je vous laisse préciser, Sébastien. Oui, Sébastien, sinon je peux préciser, en fait, vous allez le voir à travers la démonstration, en fait, la fiche est en français, hein, tout est en français sur le site. Mais par contre, quand vous cliquez sur le lien bibliographique de l'étude, là, vous arrivez en fait sur l'étude qui est dans le journal scientifique. Ah oui, d'accord. Moi, et là, c'est en anglais, sauf parfois si vous avez... Je comprends la confusion que j'ai faite, c'est effectivement le résumé. Après, dans les faits, à moins que vous ayez envie de fouiller, il y a aussi tout le comité scientifique de Calia qui l'a fait à votre place. Alors, mon côté feignant fait que j'aime bien le résumé que vous avez fait, effectivement. Oui. Donc, tout l'outil, Calia Pro, tout est en français. C'est juste quand on veut aller chercher les références bibliographiques, on n'a pas le droit légalement de compiler toutes les études qui ne nous appartiennent pas sur le site. Et donc, on vous redirige vers les moteurs de recherche de littérature scientifique ou vers les bases de données scientifiques. Et là, la très grande majorité de la littérature scientifique mondiale est en langue anglaise. Mais en tout cas, tout chez nous est traduit. Toutes les recommandations des sociétés savantes mondiales sont traduites et il y a un comité de relecture. Donc, parce que effectivement, au moment des focus group, la problématique de la langue et de l'anglais est très réelle et une priorité. Donc, on a un traitement automatisé, un comité de relecture pour toutes les informations mentionnées sur le site internet et sur l'application sont traduites et relues. Super. Du coup, juste avant de passer à la démonstration, je voudrais répondre à la question de Lucie. Le Covid-19 peut-il être à l'origine de l'inflammation de bas grade? Alors, je dirais que c'est plutôt l'inverse, en fait. L'inflammation chronique inhibe la réponse immunitaire et elle entraîne en fait différents problèmes, à savoir une réactivation plus fréquente des virus latents tels que par exemple le zona, une efficacité aussi moindre des vaccins, hein, il y a une moindre immunogénicité des vaccins, une augmentation de l'auto-immunité, en fait ça dérègle l'immunité et ça augmente par exemple le risque de cancer. Et en fait on a vu que le risque de forme sévère, voire fatale de Covid-19 était augmenté chez les personnes à la fois plus âgées, les personnes en surpoids, obésité, les personnes qui ont un diabète de type 2. Et en fait, tous ces états-là, ce sont des actes qui sont intimement liés en fait à l'inflammation chronique, puisqu'on a dit que l'inflammation systémique de bas grade était liée à l'excès d'adiposité, par exemple, excès de graisse viscérale, hein, la graisse qu'il y a sous les muscles de la paroi abdominale, entre les viscères, autour du foie, etc. Et c'est excessivement lié à l'inflammaging, hein, cette inflammation chronique qui augmente avec l'âge. Donc les deux sont intimement liés parce que l'inflammation génère une baisse des réponses immunitaires et donc augmente en fait le risque de forme sévère de Covid-19. Donc c'est plutôt dans ce sens-là. Et dans l'autre sens, c'est pas dit qu'il n'y a pas aussi il faut l'étudier, sauf que c'est un peu trop tôt pour l'étudier l'inverse. Voilà. Donc, juste pour passer à la démo. Donc, là, vous avez en fait différentes catégories. C'est fait de manière assez simple, en fait. Hein. Si vous cliquez par exemple sur système digestif, vous allez trouver des problèmes de santé, en fait, qui sont
d'ordre digestif. Si vous cliquez sur douleur, vous trouvez des problèmes de santé qui sont liés à la douleur. Alors, on a des problèmes de santé, c'est-à-dire des pathologies, en fait, tout simplement. Mais ce qu'on veut faire aussi, c'est les terrains. Et donc, l'inflammation systémique de bas grade, ce n'est, comme on le disait tout à l'heure, pas un problème de santé, c'est plutôt un problème de terrain. Et ça, on va le développer au même titre que prochainement, vous verrez le déséquilibre antioxydant avec les marqueurs dédiés, etc. La dysbiose, peut-être l'hyperperméabilité intestinale, etc. Donc, c'est des choses qu'on va faire petit à petit. Donc, alors Sébastien ne l'a peut-être pas précisé, mais l'outil, il existe depuis fin de l'année passée. Donc, toutes les semaines, il y a des nouveaux, ça s'enrichit, en fait, il y a des nouveaux problèmes de santé. Sébastien saura mieux dire que moi combien il y a de problèmes de santé actuellement. Aujourd'hui, on est à 35 problèmes de santé. L'idée, c'est d'arriver à une centaine de problèmes de santé d'ici la fin d'année. Donc, on en rajoute un par semaine. On a pas mal de collaborateurs dans les équipes qui sont mobilisés, parce qu'on est à la fois sur l'intelligence artificielle, on est sur les contre-indications, les règles de sécurité, on est sur, vous le verrez, on répertorie toutes les recommandations des sociétés savantes mondiales, on fait des fiches par intervention non médicamenteuse, etc. Et surtout, l'intérêt, c'est que on n'est pas sur quelque chose de figé et que c'est mis à jour en temps réel. Dès que nos algorithmes détectent de nouvelles méta-analyses, ça met à jour en direct un certain nombre de choses. Donc, tout est implémenté sur le scoring, sur un certain nombre de choses. Donc, ce n'est pas un livre qu'on achète, c'est quelque chose d'évolutif, de dynamique, avec des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles problématiques de santé et des choses qui sont implémentées. Donc voilà, juste pour préciser ça. Alors, voilà, là, j'ai cliqué sur inflammation systémique de bas grade. Donc, ça se présente toujours de la même manière. Vous avez toujours à gauche, en fait, les grandes règles d'hygiène de vie, je dirais. Ce sont des conseils d'hygiène de vie, en fait, qui sont issus des dernières recommandations de sociétés savantes ou quand on n'a pas pu trouver des recommandations d'hygiène de vie issues des sociétés savantes, on prend des documents, en fait, plus ou moins officiels, enfin plus ou moins des documents officiels. Là, typiquement, c'est le cas pour l'inflammation systémique de bas grade. On n'a pas trouvé de recommandations de sociétés savantes. Et pour autant, on estime que c'est très important. Voilà, on sait que les interventions sur le mode de vie sont extrêmement importantes. Donc, on a fait quand même apparaître des conseils d'hygiène de vie sur la gestion du poids, évidemment, l'alimentation, l'activité physique, le sommeil, le stress et les toxiques. Donc, c'est toujours dans le même ordre. Et donc, quel que soit le problème de santé ou la condition, vous aurez toujours en fait un paragraphe sur chacune de ces catégories. Ou quand on n'a rien, et ben ça dit qu'il n'existe pas assez de preuves pour dire que par exemple l'amélioration du sommeil permet d'améliorer ce problème de santé. À droite, alors ça c'est évidemment, comme le disait Sébastien, c'est évolutif, hein, puisque dès qu'il y a une recommandation de société savante qui sort, en fait, on l'implémente, on prend toujours la dernière, quel que soit le pays, en fait, puisque c'est un outil qui se veut international. Ensuite, vous avez à droite, en fait, la liste des différentes approches non médicamenteuses qui ont été évaluées, en fait, dans la science. Alors, cette liste, elle est amenée en fait à se modifier, à s'agrandir en fonction en fait des dernières revues systématiques avec méta-analyses qui sont publiées. Donc typiquement pour l'inflammation de bas grade, pour l'instant on a répertorié un certain nombre d'interventions non médicamenteuses. Alors beaucoup de compléments alimentaires dans ce cas de figure-là. On verra peut-être sur un autre exemple, il y a des problèmes de santé qui se prêtent plus aux interventions manuelles, par exemple. Et alors là, en fait, cette liste d'interventions, en fait, vous pouvez faire différents types de tri. Là, c'est un tri par CALIA score. Alors, le CALIA score, en fait, c'est une conjonction à la fois du niveau de preuve et du niveau d'efficacité. Donc, ça intègre les deux. Donc, c'est vraiment une photo de à la fois l'efficacité des produits et leur niveau le niveau de certitude selon lequel le produit est vraiment efficace pour le problème en question. Vous pouvez faire que par niveau de preuve. Donc là, c'est la certitude
selon laquelle le produit est efficace ou non pour l'inflammation de bas grade. Alors, on voit que c'est rempli à 1 sur 4. Donc, typiquement, ça veut dire que le niveau de certitude est très faible. Alors, évidemment, au contraire du médicament, alors au contraire, ça dépend des produits, mais on a pour les compléments alimentaires, il y a pas mal d'études en fait qui sortent. Donc le niveau de preuve, il peut être soit très faible, modéré, voire fort. C'est rare que le niveau de preuve soit fort pour tout ce qui est intervention non médicamenteuse, mais c'est pas rare qu'il soit faible ou modéré. Et donc, vous voyez, pour deux interventions aussi efficaces, eh ben personnellement, je privilégie celle qui a le niveau de preuve le plus élevé, évidemment. Alors là, on ne le voit pas sur cet exemple, mais on peut avoir. Alors, vous voyez le niveau d'efficacité, ça, je n'ai pas montré, mais le niveau d'efficacité, c'est pareil, très faible, modéré ou important. Alors, évidemment, il y a un peu de tout, en fait. Il y a des produits qui sont très efficaces, des produits qui sont moins efficaces. Donc, il faut prendre en compte à la fois le niveau de preuve, le niveau d'efficacité. Donc, le CALIA score, dans ce contexte, est très bien pour ça. Alors, on a un 4e type de classement qui relève d'une autre approche que je vous montrerai pour un autre problème de santé, par exemple le syndrome de l'intestin irritable ou la colopathie. C'est un niveau de recommandation, en fait. Vous avez des sociétés savantes qui établissent des recommandations à la fois pour les règles d'hygiène de vie, mais aussi qui s'intéressent aux médicaments, mais pas seulement, qui s'intéressent aussi aux non médicamenteux. Et quand on a une évaluation en fait par des experts mandatés par des sociétés savantes de l'intérêt d'une approche non médicamenteuse, eh bien souvent ils cotent l'intérêt, ils établissent un score, c'est un score de recommandation. Et ben nous on le fait apparaître. Donc vous le verrez, je montrerai tout à l'heure. Alors ce score de recommandation là par les experts, en fait, les experts comment ils font pour recommander ou non telle ou telle pratique non médicamenteuse, tout simplement, ils vont s'intéresser à la fois au niveau d'efficacité, au niveau de preuve, c'est-à-dire au niveau de certitude, mais aussi au risque que peut représenter l'intervention. Ils vont s'intéresser aussi à l'adhésion que l'on peut attendre de la part des participants, parce que si une intervention est trop complexe, par exemple, donc les personnes vont le faire un peu, puis ils vont arrêter de le faire, et puis finalement l'intervention sera de ce fait pas efficace. Et puis le coût que ça peut représenter aussi à la fois pour la personne et ou la société. Donc les experts, ils prennent en compte on va dire, différents éléments, peut-être ils sont un peu plus exhaustifs sur le nombre d'éléments qu'ils prennent en compte pour établir leur score de recommandation, mais les deux approches sont très complémentaires, puisqu'en fait, les experts des sociétés savantes, c'est une évaluation, bien entendu, subjective, qui dépend à la fois des études qui sont sorties sur le sujet, mais aussi beaucoup de leur expérience personnelle, voire des intérêts qu'ils pourraient avoir pour telle ou telle structure commerciale, etc. Donc évidemment, le score algorithmique empêche cette subjectivité et permet en toute neutralité de prendre selon des critères que vous pouvez retrouver par exemple dans la partie aide dont parlait Sébastien tout à l'heure. Évidemment, on travaille en toute indépendance, donc on n'est pas, on travaille pas avec des labos, etc. Donc quand vous avez un délégué commercial qui vient vous voir pour vous vanter les mérites de tel ou tel produit, peut-être pour la quercétine ou coenzyme Q10, etc., ou des probiotiques, ils vont vous sortir évidemment des études qui montrent l'intérêt du produit dans le problème en question, la santé en question. Et ben vous pouvez aller sur CALIA Pro et en fait vous avez en fait une estimation voilà, du niveau de preuve et du niveau d'efficacité de ce produit pour la condition ou problème en question. Et donc ça c'est un algorithme qu'on a créé en partenariat avec. Alors quand je dis créer, c'est pas tout à fait vrai parce qu'en fait on reprend un algorithme qui existait déjà. Et donc, voilà, l'algorithme, vous pouvez le retrouver dans la partie aide sans souci. Les critères qui ont été pris en compte. Peut-être passer sur les fichiers NM, Philippe, parce que oui, c'est c'est vrai. Intéressant. Ouais. Donc, les fichiers NM. Donc, quand vous cliquez sur la fiche, c'est toujours la même chose. Donc, à gauche, vous avez les effets répertoriés. Donc là, typiquement, vous avez l'effet sur le taux de CRP. Donc, on a toujours le niveau d'efficacité et le niveau de preuve sur l'effet en question. Vous avez une partie sécurité qui vous rappelle en fait les différents effets secondaires possibles, les contre-indications, les précautions d'usage, la compatibilité avec les médicaments, la grossesse et l'allaitement. Quand on n'a pas assez d'infos, on le met.
Voilà. Quand les sources ne sont pas assez fiables, etc., on préfère mettre évidemment ça que des choses qui sont potentiellement fausses. Et vous avez aussi en extrait en fait le protocole de l'essai clinique que les auteurs de la revue systématique ont considéré comme la plus fiable sur le plan méthodologique. Et donc, on a bien mis en fait en dessous un petit paragraphe pour dire bah, attention, il s'agit du protocole de mise en œuvre dans l'essai clinique qui nous a paru très fiable. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire exactement la même chose pour vos patients, bien entendu. Donc voilà, vous pouvez vous en inspirer, mais il faut pas le prendre au pied de la lettre, bien entendu. Voilà, ça c'est important. Et là, vous avez les références scientifiques. Donc là, typiquement, vous avez la méta-analyse qui a servi en fait à l'estimation à la fois du niveau de preuve et du niveau d'efficacité. Donc vous pouvez cliquer dessus. Et si vous cliquez dessus, ben, ça vous envoie. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais ça vous envoie sur l'étude en question. Vous l'avez à l'écran? Oui, oui, c'est bon. Je vais revenir à Calia Pro. Toc. Donc je vais vous faire une démonstration sur un autre. Alors peut-être sur la propolis par exemple. Toc. Donc là, typiquement, vous avez deux effets qui sont répertoriés. Il y a l'effet sur le taux de TNF-alpha et sur le taux d'IL6 qui sont deux marqueurs de l'inflammation de bas grade. Voilà. Donc typiquement pour l'inflammation de bas grade, en fait, on a pris les effets les plus récurrents, à savoir les études qui ont été faites sur le sujet se basent essentiellement sur le taux de CRP, le taux de TNF alpha et le taux d'IL6. Donc ce sont nos trois, on va dire, critères de jugement. Donc on trouvera toujours un de ces trois-là. Les prébiotiques, vous avez le taux de CRP, le taux de TNF alpha et le taux d'IL6. Ben là, on peut voir que il y a un niveau d'efficacité modéré avec un niveau de preuve très faible pour le taux de CRP. Et pour le taux de TNF-alpha et d'IL6, le niveau de preuve est quasi inexistant. Voilà. Sachant que je précise, Philippe, sur ces taux-là, ce sont des marqueurs, ce n'est pas nous qui décidons, ce n'est pas un choix, c'est ce que dit la science. En aucun cas, on prend des décisions, en aucun cas, on oriente, on n'est que le miroir de ce qui est étudié scientifiquement pour vous permettre une veille et potentiellement des orientations thérapeutiques. Une fonctionnalité que je ne vous ai pas présentée, c'est cette fonctionnalité-là. Quand vous cliquez sur un problème de santé type syndrome de l'intestin irritable, en fait, vous avez un écran intermédiaire qui vous permet en fait d'affiner vos résultats et de personnaliser les approches non médicamenteuses qu'on va vous proposer en fonction du profil du patient que vous avez en face de vous. Typiquement, si la personne est enceinte, on va cliquer sur grossesse et ça va éliminer toutes les interventions qui sont non compatibles en fait avec la grossesse ou l'allaitement. Mais la personne pourrait très bien avoir un traitement anticoagulant et là, ça élimine par exemple les plantes qui ne sont pas compatibles en fait avec un traitement anticoagulant. Donc ça, c'est un outil qui est très pratique pour personnaliser, pour sécuriser en fait le conseil. Donc là, on peut passer l'étape. Et là, c'est toujours ce que je vous disais tout à l'heure. Alors là, c'est les règles d'alimentation pour la colopathie fonctionnelle ou l'intestin irritable. Vous voyez, on est très exhaustif, donc surtout sur la partie nutrition, évidemment. Donc, vous retrouvez à chaque fois les liens biblios qui vous envoient vers les recommandations de sociétés savantes, vous voyez. Et on a des recommandations qui sont extrêmement récentes, puisqu'en fait, on prend toujours les plus récentes, donc 2021, etc. La partie activité physique, sommeil, stress, toxique. Donc, on est toujours, voilà, c'est toujours la même présentation. Et là, vous voyez, par exemple, si on prend le niveau de preuve, on a des interventions qui ont un niveau de preuve évidemment plus haut. Là, le régime pauvre en FODMAPs, typiquement un niveau de preuve voilà, modéré, le curcuma aussi. Et donc, si vous cliquez sur l'intervention, voilà, vous arrivez sur des fiches qui prennent en compte différents types d'effets, la fréquence des selles, la sévérité du syndrome de l'intestin irritable, la douleur abdominale, la fréquence des douleurs abdominales, la distension, voilà, la qualité de vie, etc. Voilà. Et après, une dernière fonctionnalité que je ne vous ai pas présentée. Alors, on peut aussi sélectionner en fait les problèmes de santé les plus récurrents, ceux que vous traitez le plus souvent. Par exemple, la dysménorrhée primaire, vous pouvez voilà, ça évite un clic, en fait, c'est pour aller plus vite. Vous avez toujours l'écran intermédiaire, bien sûr, mais après, vous arrivez sur votre liste d'interventions médicamenteuses.
Et juste en 10 secondes, Philippe, tu peux aller sur la rubrique aide parce que ça permet aussi, parce qu'il y a quand même pas mal de choses méthodologiques et médico-scientifiques dans la rubrique aide pour montrer il y a un système entre guillemets, de foire aux questions euh, par rapport à tout ça. Alors, vous l'avez en anglais aussi, hein. Hop. La partie aide, effectivement, il y a la foire aux questions. Là, vous avez toutes les réponses à vos questions, hein. Comment sont sélectionnées les interventions évaluées par notre algorithme, les groupes contrôle, comment sont sélectionnés les effets, comment sont déterminés les niveaux d'efficacité. Voilà, Justement, il y avait une question, Philippe, sur comment sont déterminés le niveau d'efficacité. Donc, et ben là, typiquement, on prend en compte la taille des faits, en fait, des études qui sont incluses dans les revues systématiques. Et la taille des faits, ça peut être la différence moyenne standardisée, ça peut être le risque relatif ou l'odd ratio entre l'effet de l'intervention et celui d'une prise en charge comparative, c'est-à-dire un groupe contrôle. Voilà, je n'ai pas précisé, mais on ne prend pas tous les types de groupes contrôle parce qu'on veut vraiment évaluer l'effet intrinsèque des interventions. Voilà, mais pour toute question relative à la méthodologie, vous avez toutes les réponses sur cette partie-là. Voilà, donc, alors juste. Il y a éventuellement une petite vidéo de 2 minutes aussi qui, là, dans le tutoriel, qui est à l'écran, qui montre, entre guillemets, toutes les fonctionnalités qu'on vient de vous présenter à l'instant aussi. Ici. Alors, juste peut-être pour revenir au diapo, je ne sais pas si on a encore un peu de temps ou si on doit. Certains sont partis ou bosser ou déjeuner et ils nous rejoindront en replay après. Mais allez-y, Philippe, nous, on a encore un peu de temps, c'est passionnant. Okay. On voit pas ton le temps que vous mettiez sur l'écran, j'avais une question, Sébastien, d'un de nos adhérents qui est un apprenant. Donc, effectivement, c'est Astrid, voilà, Astrid qui est en fin de cursus. Donc, comme je disais en intro, mais peut-être qu'Astrid, vous ne nous aviez pas encore rejoint, Calia est ouvert aussi pour les apprenants en fin de cursus. Donc, je vous parle des apprenants, que ce soit des étudiants en médecine, mes confrères étudiants en ostéopathie ou en naturopathie, bien entendu, vous pouvez très bien aller sur Calia, surtout si vous devez rendre un mémoire thématique et clinique, comme c'est le cas pour certains centres de formation qui sont agréés par le syndicat. Je pense que Calia peut vraiment vous aider à mettre en avant de la documentation scientifique. Donc, petite dédicace pour les apprenants d'ADNR Formation. Je vous encourage fortement à aller vous connecter sur l'outil Calia et prendre votre abonnement apprenant parce que effectivement, ça sera un vrai plus pour votre mémoire clinique. Et ensuite, concernant le coût, si Sébastien, vous pouvez en dire 2 mots. Le coût classique, et puis pour les adhérents, vous allez sur l'espace et vous connaîtrez le tarif préférentiel. Et puis ceux qui ne sont pas adhérents, vous savez que c'est moins cher pour nous. Mais voilà. Votre syndicat et vos représentants au niveau du syndicat ont bataillé farouchement pour avoir des prix très intéressants pour vous. En fin de compte, on vous a envoyé 2 Corses en même temps et vous n'avez pas eu le choix. On n'a pas eu le choix. Sous la menace, on ne peut pas faire grand-chose. Et du coup, à terme, l'outil sera sur un abonnement sans doute aux alentours de 24 € par mois. Sur la première année, on veut créer une communauté, parce que c'est pas avec 12 € par mois qu'on va gagner, entre guillemets, notre vie, mais on veut surtout créer une communauté et partager et avancer sur cette vision de la santé. Donc, on est sur un tarif à moins 50%, donc à 12 € par mois pour tous les abonnés, sachant que pour ceux qui sont membres du syndicat, on est à 10 € au lieu de 12 € par mois sur la première année, sans engagement. Donc, si du jour au lendemain, je veux arrêter, il y a sur le paramétrage de l'outil, quand vous avez votre compte, il y a un bouton se désabonner et c'est stop. Il n'y a pas de préavis, il n'y a rien du tout. Et puis, pour les apprenants, effectivement, on est à 6 € par mois. Encore une fois, c'est l'idée de communauté, d'avancer. Toutes les semaines, on a aussi des abonnés qui échangent avec nous, qui échangent avec Philippe, qui échangent avec les collègues pour affiner, pour être plus précis, pour partager. Et on est vraiment dans cette logique, même si on parle d'intelligence artificielle, on est aussi sur l'intelligence collective. Et on veut vraiment partager. Donc, notre but, c'est de le rendre accessible et d'avancer sur cette démarche et cette dimension de santé intégrative. Voilà. Une question sur le paiement annuel. Est-ce qu'il est possible, Sébastien ?
Oui, il est possible. C'est ce qu'on a fait avec ADNR, par exemple, où on n'est pas sur un abonnement mensuel avec un prélèvement en carte bancaire, où il y a la possibilité de faire un versement pour un an sans aucun problème. Et là, il faut passer par nous en direct. Mais oui, on est jeune, dynamique, agile. Donc, on est à l'écoute. On est plutôt dans cette envie de vouloir échanger avec vous à tous les niveaux. Et donc, on trouvera toujours les solutions qui vont bien pour tout le monde. Pas de problème. Est-ce qu'il faut contacter le SPN pour prendre l'abonnement? SPN a le code Oui, promotionnel. oui, nous, on a le code, on l'a déjà transmis à nos adhérents. On va demander à Émilie, qui est dans le bureau d'à côté, de refaire une newsletter dès qu'on aura le replay pour remettre un petit coup à nos adhérents. On remettra le tarif préférentiel, bien Euh, entendu. le message de Jeanne-Marie est important. Une Corse adore. Donc, ouais, ils sont difficiles et Ouais. compliqués. Hein. Après, on n'a Bon, pas fait exprès, j'arrête. mais il y avait au moins 3-4 adhérents corses, là. Franchement, je ne sais pas, sur plus de Ouais. 80 personnes qui étaient présents. Voilà. J'avais une question de Sabrina, si vous avez encore un petit peu de temps à nous accorder. Sabrina, elle voulait, voilà, elle est curieuse. Elle voulait savoir comment est-ce que vous, Philippe, vous avez initié votre démarche pour travailler en complémentarité avec nous, ou plutôt comment vous avez imaginé l'intérêt pour votre patientèle de travailler en complémentarité avec nous. Je reformule ta question, Sabrina. C'est une de mes étudiantes, donc je me permets. Je fais tout l'autre sens. Alors, je sais pas si je comprends bien, mais en fait, bon, en ce qui me concerne, c'est plutôt Kalia qui a. euh, alors bon, moi, je sais très bien que les naturopathes ce sont des praticiens qui utilisent vraiment enfin, qui, par définition, vous utilisez voilà, des interventions essentiellement non médicamenteuses, hein, quasi exclusivement non médicamenteuses. Donc, il paraît logique que l'outil, voilà, qu'on travaille en concert avec vous. Hein. D'ailleurs, dans les focus group qu'on a fait l'été dernier, euh, il y avait un certain nombre de naturopathes qui représentaient les futurs participants et qui en fait nous ont aidés à co-construire l'outil en question. Après moi personnellement, ce que je souhaiterais, c'est que les naturopathes évidemment travaillent main dans la main avec les médecins généralistes. Mais voilà, encore une fois, je pense qu'il pour arriver à travailler main dans la main, eh ben, il faut que les naturopathes voilà, aient une approche relativement rationnelle. Alors, ça ne veut pas dire encore une fois qu'elle doit être uniquement basée sur la science. Et d'ailleurs, c'est pas le cas pour les médecins, hein, puisque quand on parle d'evidence-based medicine ou d'evidence-based practice, j'ai utilisé là dans ce diaporama le mot evidence-based naturopathie. Non, ça veut dire que on se sert des données de la science pour aiguiller la prise en charge, mais c'est tout aussi intéressant voilà, euh, l'expérience, votre propre expérience est tout à fait intéressante et les préférences des patients sont aussi évidemment à respecter. Donc c'est voilà, c'est toujours ce triptyque là donc l'outil permet d'avoir cette partie science, mais évidemment, ça ne remplace pas votre expertise. Et d'ailleurs, pour l'utiliser, il faut l'utiliser comme un outil qui reflète l'état de l'art de la science. Mais ça doit pas ça ne doit pas venir supplanter en fait votre expérience. Et de toute manière, voilà, ça ne peut pas ça ne peut pas. Et, Alors, je sais pas si j'ai bien répondu à d'ailleurs, la question. non, mais je vais rebondir sur tes propos, Philippe. D'ailleurs, sur cette logique voilà, d'évidence-based medicine, sur le triptyque que j'évoquais tout à l'heure et que Philippe vient de reprendre, on réfléchit aussi à des logiques. Alors, c'est pas pour tout de suite, mais on va quand même relativement vite dans l'évolution de l'outil. À terme, il y aura probablement aussi euh, des témoignages d'associations de patients experts parce que c'est intéressant pour les professions, les professionnels, les accompagnants, etc., d'avoir un retour parce que, par exemple, on travaille avec la plus grosse association qui s'appelle la Voix des migraineux au niveau de la migraine, mais on passe aussi par d'autres structures, on échange assez souvent. Donc, d'avoir le retour du grand public sur quel type de pratiques non médicamenteuses ils utilisent, et puis d'avoir aussi le retour des professionnels dont vous faites partie. Donc on est vraiment sur cette interaction entre ces trois clés de décision
Et donc, en tout cas, c'est dans ce sens-là que va évoluer l'outil, au-delà de l'approche médico-scientifique qu'on a et de la rigueur méthodologique qu'on continue à avoir par rapport à ces éléments-là. Donc voilà. Merci Sébastien. Effectivement, nous avec Jeanne-Marie, Alexandra, alors je ne saurais pas vous dire parce qu'il y avait une question, est-ce que c'est le syndicat qui a été chercher Calia? Est-ce que c'est Calia qui a été chercher le syndicat? Moi, je vous dirais une bêtise. C'est nous qui vous avons fait du pied. Ah bon, voilà. Donc, c'est eux qui sont venus voir les professionnels de la naturopathie. Dans les faits, Alexandra et moi-même, qui sont membres du bureau, c'est un boulot qu'on fait depuis de nombreuses années pour que justement les professionnels en naturopathie puissent prouver aux professionnels soignants qu'on a quand même une grande expertise scientifique et qu'on n'est pas totalement perché. Et je dis souvent ma phrase quand je suis convoquée auprès des instances, les naturaux ne courent pas nus dans la forêt pour aller chercher des fleurs, voilà, oui, pour aller distiller une huile essentielle, voilà. Donc c'est vraiment pas ça la pratique naturopathique actuelle et je pense que notre partenariat va nous permettre de prouver à la fois au monde scientifique, aux professionnels soignants que on travaille sur les mêmes outils. Et c'est ça que j'ai trouvé génial, Sébastien, c'est le fait de pouvoir dire à mes confrères du monde médical, tu bosses sur Calia, moi aussi, tu vois, on n'est pas si éloignés l'un de l'autre parce qu'on bosse avec les mêmes outils de veille scientifique. Et aussi, comme le disait Philippe, pouvoir prouver qu'on aura besoin de toute façon d'une prise en charge médicale, on aura besoin d'un diagnostic, on aura besoin d'une analyse sanguine. Moi, clairement, la CRP ultra sensible, j'ai pas du tout envie que les naturopathes puissent la prescrire dans 25 ans. Hein, donc, je fais redescendre tout de suite le stress des professionnels soignants et de mes confrères représentants des syndicats médicaux. C'est pas du tout vers là qu'on veut aller au niveau du syndicat de la naturopathie. C'est vraiment pouvoir travailler avec des professionnels soignants qui sont, comme l'a dit Philippe, débordés, qui ont une excellente expertise pour poser des diagnostics, mais qui peuvent pas non plus toujours prendre le temps d'expliquer ce qu'est un conseil avec des techniques non médicamenteuses, alors que nous, on a un peu plus le temps au cabinet. C'est ce qui fait la différence. Et je pense que justement, si Calia peut nous permettre de prouver au grand public, parce que j'ai bien compris, Sébastien, au niveau des usagers, c'est une priorité pour vous comme pour nous, hein, la protection des usagers et que ça soit pour aller vers une meilleure santé. Et si on peut travailler encore plus ensemble, ça sera très bien. Et faites attention, Philippe, vous risquez d'avoir beaucoup de naturaux qui vous contactent pour savoir si vous pouvez vous leur envoyer de la patientèle. Donc, voilà. Écoutez, vous ferez un retour d'ici quelques mois. Encore une fois, je pense que voilà, l'outil doit servir à vous rapprocher un maximum des médecins généralistes parce que eux vont s'en servir de ça. Voilà, c'est évident que les patients que vous avez, ils les voient, hein, ces médecins généralistes aussi, et ils leur demandent des explications concernant telle ou telle pratique non médicamenteuse. Ils ne savent pas forcément répondre. Donc, l'outil va leur être utile à eux aussi. Et évidemment, si vous, en tant que naturopathe, vous affichez un accompagnement rationnel, c'est sûr qu'ils vont préférer vous les envoyer à vous que plutôt qu'à d'autres naturopathes qui n'ont pas un accompagnement rationnel. Ça c'est certain. Voilà. Et juste un petit élément aussi, une petite parenthèse, c'est les retours que l'on en a principalement par les naturopathes qui sont déjà abonnés. Donc il y a la partie niveau de preuve, niveau d'efficacité, contre-indication, profil médicamenteux qui est très important. Mais les recommandations des sociétés savantes ont aussi une grande valeur pour eux dans la logique d'éducation à la santé, de la logique du changement du mode de vie et de l'hygiène de vie. Ce sont des éléments importants. Et un petit retour d'expérience aussi, il y a pour on va dire les professions non réglementées, dont les naturopathes, il y en a beaucoup qui se mettent à faire des interventions en entreprise. Et en fait, leur premier retour, c'est que de taper à la porte des entreprises, que ce soit les décideurs, les directions, les RH et compagnie, et de dire que leur pratique s'assoit aussi avec une logique scientifique, c'est source de légitimité et c'est très rassurant pour les entreprises. Donc, c'est un élément aussi important. Voilà, on est plus dans le registre positionnement commercial, etc. Mais c'est un retour qu'on nous fait très souvent au niveau des usagers de l'outil. Voilà.
Merci Sébastien. C'est vrai qu'on a une de nos adhérentes qui est là, qui est Bérénice Cosson, qui a écrit un bouquin sur la naturopathie en entreprise. Je vais le montrer, comme ça je fais de la pub pour la copine. Voilà, la naturopathie en entreprise. C'est une ancienne infirmière des armées et qui est naturopathe réflexologue. Et effectivement, elle a mis en avant le fait que ça a rassuré les professionnels à qui on proposait des prestations en entreprise, le fait de savoir qu'on se basait sur des choses suffisamment carrées. Donc, a priori, on se rejoint bien et c'est super. J'espère que notre partenariat va être long. J'espère que vous allez avoir plein de nouveaux adhérents. J'espère qu'avec tout le boulot qu'on a fait avec Jeanne-Marie et Alexandra pour vous négocier un tarif préférentiel, j'espère que vous n'allez pas trouver d'excuses pour me dire encore c'est trop cher. Voilà. Allez-y rapidement. Je vous promets, on vous envoie un mail avec toutes les informations. Vous pourrez revoir le replay rapidement. À bientôt tous les deux pour un resto. On n'oublie pas, les terrasses de Montpellier sont bientôt ouvertes. On se gare facile. On attend qu'il y ait un peu plus de soleil en fait. On l'avait déjà prévu, mais on ne voulait pas vous l'annoncer tant qu'il n'y ait pas un grand ciel ensoleillé. Ok, super. Bon, avec plaisir. Merci à vous tous. En tout cas, on a eu un très beau taux de participation. C'était sympa. J'espère que vous avez passé un bon moment tous les deux parce que vous ne connaissez pas le format du SPN. À bientôt pour un prochain webinaire. Philippe, c'est quand vous voulez. Nous, on a kiffé. D'ailleurs, on a commencé à évoquer des pistes par rapport à votre congrès aussi annuel. Donc peut-être que parfait. Donc, on aura l'occasion d'échanger à ce niveau-là. Vous pourrez retrouver Kalia pour le congrès annuel. Bientôt, vous aurez les informations. Merci à vous tous. À très bientôt et passez une bonne journée. Bon après-midi. Merci à tous. Merci. Au revoir.